Bonjour à tous, Morin François, interne de desk de médecine d'urgence pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais vous parler ici de l'échographie pleuropulmonaire. L'échographie pleuropulmonaire est un sujet qui me tient à cœur et qui est également le thème principal de ma thèse qui s'intitule « Impact d'une méthode d'implémentation échographique pleuropulmonaire sur le délai d'instauration des thérapeutiques adaptées dans la prise en charge de la dyspnée aiguë aux urgences ». Cette vidéo a plusieurs objectifs pédagogiques, le premier étant que vous sachiez parfaitement quelles sont les compétences requises fixées par la SFMU dans ces deux niveaux de compétences échographiques cliniques en médecine d'urgence, que vous sachiez également les principes de base de l'échographie pleuropulmonaire. Je pense qu'aujourd'hui vous utilisez tous l'échographie dans différentes situations cliniques. Nous allons voir spécifiquement les différents principes de base de l'échographie en matière d'analyse pleuropulmonaire. Le troisième objectif de ce topo est que vous sachiez parfaitement utiliser le matériel à votre disposition, notamment l'échographe des urgences du CHU. Que vous sachiez également quelles sont les zones d'intérêt échographique thoracique, les zones à absolument screener pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin. Et que vous sachiez également quels sont les 10 signes de base en échographie pleuropulmonaire, les 10 signes physiologiques ou pathologiques à absolument savoir rechercher. Vous le savez tous maintenant, la dyspnée est un motif fréquent de consultation aux urgences avec une incidence d'environ 5% des admissions et une incidence qui augmente à partir de 70 ans en faisant le second motif de consultation pour cette tranche d'âge. Du fait de sa potentielle évolution défavorable, la dyspnée aiguë est une urgence diagnostique et thérapeutique. Nous avons donc besoin de moyens d'imagerie forts pour la diagnostiquer rapidement. Et même si pendant longtemps la radiographie thoracique de face a été considérée comme le standard, de nos jours sa spécificité et sa sensibilité sont de plus en plus décriées, si bien qu'on a essayé de développer d'autres moyens d'imagerie. Le scanner n'en est pas un, étant donné que le patient instable ou le patient polypnéique ne pouvant pas supporter un décubitus strict contre-indique l'imagerie scanographique. Nous avons donc développé au cours des 10 dernières années en médecine d'urgence l'échographie thoracique. Même si pendant longtemps il a été considéré que cette échographie était peu fiable du fait de la composante majeure du thorax en air, il apparaît maintenant clair pour toutes les sociétés savantes en médecine d'urgence, en cardiologie ou en réanimation que cette échographie est très importante. Et bien que très importante, elle est pourtant sous-utilisée de nos jours dans les services d'urgence. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Ce thème fait l'objet donc de deux vidéos. La première ici où j'évoque les principes de base et la seconde où on abordera plus spécifiquement l'application de cette échographie pleuropulmonaire dans la dyspnée aiguë. Donc les deux niveaux de compétences échographiques en médecine d'urgence sont le CMU1 rédigé en 2016 qui fixe en matière d'échographie pleuropulmonaire que le médecin urgentiste sache détecter un épanchement pleural liquidien de moyenne ou de grande abondance, qu'il sache également détecter un épanchement pleural gazeux, que le médecin urgentiste soit capable de reconnaître des lignes A et des lignes B dans le cadre de l'œdème aigu du poumon spécifiquement, mais de manière générale, qu'il soit capable de reconnaître ces différentes lignes. Nous verrons spécifiquement tout de suite quelles sont ces lignes. Et enfin, que le médecin sache détecter un foyer de condensation pulmonaire. Le CMU2, qui a été révisé en 2018, fixe quant à lui deux compétences échographiques relativement proches des précédentes. La première étant que le médecin sache exclure un pneumothorax localisé ou étendu. La seconde étant que le médecin urgentiste soit capable d'exclure l'existence d'un syndrome interstitiel pulmonaire. Un peu de physiopathologie maintenant. Donc, l'échographie est basée sur un principe physique tout simple, à savoir que la gravité et la densité respective de l'air et de l'eau font que l'air monte et l'eau descend. Pour exploiter ce principe physique de base, le patient sera installé en décubitus strict et la sémiologie échographique
analysé reposera sur l'analyse des espaces anatomiques que sont les espaces intercostaux. Le poumon, du fait de sa prédominance en air alvéolaire et en air bronchique, est peu écogène, anécogène. Et donc ce que l'on va exploiter, c'est les artefacts créés par les différentes interfaces de tissus et d'air, les différentes réflexions du signal ultrasonore au niveau de ces différentes interfaces. Enfin, le thorax, c'est une zone qui est en perpétuel mouvement, d'autant plus chez le patient polypnéique pour qui il est totalement impossible de réaliser des apnées. C'est donc une imagerie dynamique. La technique. Alors, pour les urgentistes du CHU, vous utilisez un échographe qui est de type Sonosite Edge, un échographe relativement simple d'utilisation. Alors, je vous recommande pour l'échographie pleuropulmonaire d'utiliser la sonde échographique 521, qui est une sonde de 5 MHz curviligne que l'on utilise principalement dans l'analyse échographique abdominale. Je vous l'ai montré en bas à droite de cette slide. Vous pouvez utiliser également pour les structures superficielles la sonde échographique, le transducteur linéaire de 10 MHz, mais qui sera beaucoup plus pauvre en informations lorsque vous allez analyser des structures profondes, notamment le parenchyme. Étant donné que ces différents signes échographiques sont basés sur les artefacts créés par les ondes ultrasonores, il va falloir absolument retirer les différents filtres qui peuvent être mis en place par le constructeur pour améliorer l'image. Donc tous ces filtres sont à proscrire. Donc si on prend l'appareil Sonosat Edge des urgences, le clavier est le suivant. Donc je vous conseille, lorsque vous le prenez au début de votre analyse, de vous mettre en mode 2D, qui est le mode le plus fréquemment utilisé, et d'appuyer une fois sur le bouton en bas à gauche, qui est le bouton d'autogain, qui fixe un gain standard permettant d'obtenir nos informations. Vous pourrez également utiliser le mode temps mouvement, le mode M, avec le bouton à droite. On verra ça par la suite. Et donc la sonde curviligne en haut à gauche de votre écran à utiliser de préférence. Le positionnement de la sonde. Alors la sonde devra être positionnée longitudinalement sur le thorax du patient, c'est-à-dire dans le sens crânio-caudal au niveau d'un espace intercostal. Alors concernant les zones thoraciques d'intérêt échographique, deux cliniciens ont particulièrement travaillé sur ce sujet. Il s'agit de M. Lichtenstein et de M. Volpicelli, qui ont publié différentes divisions du thorax et qui sont arrivés à la conclusion que l'on pouvait analyser trois zones principales. Donc chaque hémithorax sera divisé en trois zones principales d'intérêt. Deux zones dites antérolatérales qui sont des zones à rechercher sur un patient décubitus dorsal strict. Et une troisième zone, la zone 3, ou zone dite latéro-postérieure, qui sera, elle, à rechercher sur un patient en décubitus dorsal avec une légère inclinaison contralatérale d'environ 30 degrés. Donc concernant la zone échographique 1, qui est schématisée en rouge à l'écran, elle est limitée en haut par la clavicule, en médial par le bord sternal du thorax, en inférieur le 5e et le 6e espace intercostal, et puis en latéral la ligne axillaire antérieure. La zone 2, elle aussi recherchée sur un patient en décubitus dorsal strict, sera limitée en haut par le creux axillaire, en bas également par le 5e, 6e espace intercostal, en médial par la ligne axillaire antérieure et en latéral par la ligne axillaire postérieure. La zone 3, qui est une zone donc recherchée avec, en plus du décubitus dorsal, une légère inclinaison contralatérale et le bras homolatéral à la zone d'étude qui enroule l'épaule contralatérale. Cette zone 3, c'est une zone qui est latéro-postérieure et que l'on recherche alors en médial
entre la ligne axillaire postérieure, en latéral le plan du lit, et en haut toujours le creux axillaire, et en bas le 5e, 6e espace intercostal. Donc on a 3 zones, et au sein de ces 3 zones, on les divise en portions supérieures et portions inférieures, la limite étant le 2e espace intercostal, fixant ainsi au total 6 zones d'intérêt par hémithorax, et donc 12 zones au total d'études sur l'ensemble du thorax. Alors, voyons maintenant les 10 signes de base à absolument connaître en échographie pleuropulmonaire, en fonction de leur association, en fonction de leur répartition topographique. On pourra ainsi évoquer tel ou tel tableau clinique. Le premier de ces signes, c'est le signe dit de la chauve-souris. Pour ce signe, il faut être un petit peu imaginatif et imaginer que chaque côte représente une encoche dans l'aile de la chauve-souris à sa partie inférieure, et que la paroi cutanée concave vers le haut représente la partie supérieure des ailes. Je vous ai représenté cela sur l'image de droite sur la slide. Et donc sur l'image de gauche, on voit le rendu échographique avec 2 côtes. Au niveau d'un espace intercostal, on a donc 2 côtes successives qui sont des zones anéchogènes, avec parfois le périoste à sa surface qui est hyperéchogène, mais c'est inconstant. Et derrière chaque côte, on a un cône d'ombre postérieur anéchogène. Entre chaque côte, on a cet espace dit intercostal, qui est un espace cette fois-ci échogène, et qui est la succession de plusieurs strates, la première étant le tissu adipeux adipocutané, puis les muscles intercostaux entre les 2 côtes. En profondeur, on a le parenchyme pulmonaire avec ses lignes A et ses lignes B que l'on va revoir tout de suite. Et entre les muscles et le parenchyme, on a la plèvre qui est une surface hyperéchogène composée de 2 feuillets, le feuillet viscéral glissant sur le feuillet pariétal. Néanmoins, on ne visualise qu'un seul et même feuillet glissant, étant donné que l'espace pleural est totalement virtuel en échographie. On voit ici sur cette vidéo que l'on a une ligne hyperéchogène qui glisse. Il s'agit de la ligne pleurale. On voit bien 2 zones arrondies anéchogènes que sont les côtes, avec à leur surface une légère hyperéchogénicité, et puis des cônes d'ombre postérieurs derrière ces côtes totalement anéchogènes. Un autre signe physiologique, il s'agit de la ligne A, ou ring down artefact, qui est une ligne hyperéchogène parallèle à la ligne pleurale et parallèle aux autres lignes A. Elle est horizontale et correspond à l'hyperéchogénicité du septum interlobulaire en fait. Cette ligne qui sépare une zone aérique et du tissu pulmonaire. La ligne B, ou lung comet artefact, qui a comme caractéristique d'effacer les lignes A, d'être synchrone aux glissements pleuraux, d'être hyperéchogène, de naître de la ligne pleurale et d'être de longueur indéfinie jusqu'à la profondeur maximale visualisée sur l'échographie. On considère que ces lignes sont physiologiques lorsqu'elles sont strictement inférieures à 3 lignes B par fenêtre d'étude. Et Volpicelli, dont on a déjà parlé, qui a beaucoup travaillé spécifiquement sur l'œdème aigu du poumon, a défini des critères de Volpicelli qui signent l'œdème aigu du poumon interstitiel avec une grande spécificité et une grande sensibilité. Nous les reverrons en détail, ces différents critères. Je peux néanmoins vous dire d'ores et déjà que en présence d'au moins 3 lignes B ou sur une des 4 zones thoraciques antérolatérales de façon bilatérale, on peut statuer sur la présence d'un œdème aigu du poumon. Et la présence de ces lignes B et leur nombre serait corrélée à la sévérité de l'œdème interstitiel.
Le glissement pleural maintenant, le glissement pleural qui correspond au glissement de la plèvre viscérale sur la plèvre pariétale, qui est visualisé de façon physiologique, qui est davantage perçu au niveau des bases des poumons, car à proximité du diaphragme très mobile, et qui sera beaucoup moins visualisé au niveau des apex de façon assez intuitive du fait de l'hypomobilité de l'apex par rapport à la base. En mode 2D, on observe un mouvement pleural de glissement, et en mode TM, en mode temps-mouvement, on observe ce qu'on appelle le signe du bord de mer, avec, toujours en étant très imaginatif, le tissu cutané et les muscles intercostaux qui représentent la mer, le glissement pleural qui correspond à l'écume du bord de mer, et puis le parenchyme pulmonaire qui est quant à lui la plage, le sable à proximité de la mer. Le signe du dièse maintenant, qui est un signe d'épanchement pleural. À quoi est-ce qu'il correspond? Eh bien, il correspond au fait que l'on ait un renforcement de la ligne pleurale viscérale lorsque l'on a un épanchement, et on visualise également l'espace pleural. En effet, celui-ci normalement est invisible, et là on voit deux lignes pleurales, le feuillet pariétal et le feuillet viscéral, et de ce feuillet viscéral on a des lignes B qui sont présentes. Et donc il faut imaginer que les deux feuillets pleuraux dessinent les barres horizontales du dièse, et que les bords costaux et les bords des cônes d'ombre représentent les barres verticales. On a ainsi donc ce signe du dièse avec au centre des différentes barres, l'épanchement pleural. Autre signe de l'épanchement pleural, le signe de la sinusoïde, qui est un signe que l'on visualise en mode temps-mouvement. En fait, lorsque l'on a une inspiration et un épanchement pleural, la ligne pulmonaire est attirée vers la plèvre pariétale, et donc on a un aspect comme ça d'ondulation, de sinusoïde qui est constaté en mode temps-mouvement. Alors maintenant, le signe de la masse tissulaire, qui est un signe de condensation pulmonaire, et que l'on visualise souvent dans la pneumonie aiguë. Il faut imaginer que l'alvéole est constituée habituellement d'air, et que là elle est remplie de liquide purulent. Et donc le poumon se condense localement et devient isoécogène au foie ou à la rate. On parle d'hépatisation pulmonaire. On peut également visualiser un épanchement pleural péripneumonique avec en mode 2D à l'inspiration le parenchyme qui est attiré vers la paroi, et donc cette zone de poumon condensé qui semble flotter dans l'épanchement pleural est appelée signe de la queue de renard. Le Schredt sign, ou signe de la ligne déchiquetée, signe lui aussi la condensation pulmonaire, et il est lié au fait qu'à la limite inférieure de la condensation, au niveau de l'interface poumon sain, poumon condensé, il existe une ligne hyperécogène qui se dessine, et du fait de l'irrégularité de la condensation pulmonaire, eh bien cette ligne semble discontinue et déchiquetée. C'est ce qu'on appelle le Schredt sign. Alors les deux prochains signes sont des signes spécifiques de pneumothorax. Le premier étant le signe de la stratosphère, ou signe du code barre, ou signe du millefeuille. Le signe de la stratosphère est visualisé en mode temps-mouvement. Il correspond à l'absence de glissement pleural en lien avec le pneumothorax, et donc les lignes A vont être immobiles et dessiner différentes strates que l'on va pouvoir imaginer comme des strates de stratosphère ou des lignes de code barre, d'où le nom de ce signe. Le second signe spécifique de pneumothorax est le point poumon, qui correspond à la présence d'un point séparant une zone de glissement pleural sur le poumon sain d'une zone d'absence de glissement pleural en cas de pneumothorax. On le voit sur la vidéo de gauche, en mode 2D, on a une zone mobile à gauche d'une zone immobile à droite. En mode temps-mouvement, on voit particulièrement bien ce point poumon, car il correspond au point de séparation de deux signes, le signe du bord de mer du poumon sain et le signe de la stratosphère du poumon pathologique lorsqu'il y a un pneumothorax. Donc les points clés de ce topo sont les suivants.
qu'il faut connaître parfaitement les recommandations claires des 2 niveaux de compétences échographiques cliniques en médecine d'urgence, le 1 et le 2, que l'imagerie pleuropulmonaire est basée sur des artefacts et qu'il est absolument indispensable de conserver ces artefacts et de ne pas utiliser des modes qui puissent lisser l'image et retirer ces artefacts, que l'échographe devra être positionné longitudinalement avec sa sonde abdominale sur le thorax pour dégager un espace intercostal, qu'il existe 6 zones thoraciques d'intérêt échographique à analyser par émission pulmonaire et qu'il existe 10 signes de base, des signes échographiques physiologiques que sont le signe de la chauve-souris, les lignes A, les lignes B si elles sont strictement inférieures à 3 lignes par fenêtre et le glissement pleural, et puis des signes échographiques pathologiques que sont les lignes B s'il existe plus de 3 lignes dans une zone et de façon bilatérale, ce sont les critères de Volpicini, le signe du dièse, le signe de la sinusoïde dans l'épanchement pleural, le signe de la masse tissulaire dans la condensation alvéolaire, le Schredt sign ou signe de la ligne déchiquetée également lors de la condensation pulmonaire, le signe de la stratosphère et le point poumon présent dans le pneumothorax. Merci de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour la seconde vidéo qui traite de l'application clinique des différents points que l'on venait de voir. Merci beaucoup.